Salut les petits loups. Petite capsule très courte pour vous dire, je ne sais pas si vous le pressentez comme moi, parce que pourtant je suis loin, je suis à plusieurs milliers de kilomètres de vous, mais évidemment j'ai la France dans le sang, dans la peau, et je ressens tout ce qui lui arrive, tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on va lui faire, et tout ce qu'on essaye de lui enlever, tout ce qu'on essaie de l'amputer. Je le ressens. Je suis habité par la France. Vous avez beau me dire, t'es parti, t'es loin, machin, ça n'a rien à voir. Vous pouvez habiter à 3000 km de chez vos parents et sentir que vos parents vont pas bien. Moi j'ai ma mère, quand elles sont partis aux Antilles, fêter leurs 30 ans de mariage, mes parents, au moment où ils étaient dans l'avion, je me suis cassé le bras. J'avais 15 ans à l'époque. Ma mère a fait un malaise en arrivant et elle a dû aller aux urgences parce qu'elle avait senti que son fils avait eu un accident. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens pour la France. Alors, je ne fais pas de malaise, mais je ressens. Je ressens ce qui se passe. Je ressens comment ce pays est malade, ce pays. Comment on l'a détruit. Qui le détruit. Les gens qui disent vouloir le sauver sont en réalité ceux qui continuent à le détruire. Et aujourd'hui, il y a un peuple qui vit sur ce territoire qui continue à penser que ces gens veulent le bien de la France et de son peuple. Et moi, je ne sais plus comment dire les choses. Je ne sais pas comment expliquer aux gens qui m'écoutent, et puis à ceux qui ne m'écoutent pas, c'est encore plus dur, que notre pays est occupé par des parasites. Alors, ils ne sont pas d'une communauté particulière, ce sont des parasites idéologiques qui suivent des plans, alors dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos précédentes, qui sont des plans de destruction, non seulement de la France, mais de l'identité nationale et de toutes les autres européennes autour. Alors, c'est pas les dernières déclarations de Macron qui vont me faire mentir. Il a dit qu'il faut une unité nationale contre l'hydre islamiste. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous comprenez? Castaner, en septembre dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours en arrière, vient d'inaugurer un institut islamiste à Lyon. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des cons? Vous ne comprenez pas que ça fait 45 ans qu'ils inaugurent, que même on place des mosquées avec des imams wahhabites, même dans des châteaux français? Des années, des décennies. Dans les années 80, j'avais déjà vu un reportage sur justement une maison du patrimoine français où habitaient des gens d'Arabie Saoudite, visiblement. On n'avait pas le droit d'y rentrer. Quand France 2 a voulu y aller à l'époque avec des caméramans pour filmer, se demander, ils étaient totalement, ils avaient une immunité totale. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils sont sortis de ce château, ils ont ouvert les grilles, ils ont frappé le caméraman, frappé les techniciens qui ont fait plusieurs jours d'hôpital, en toute impunité. Ça fait déjà des décennies que c'est comme ça. Des décennies que la gangrène islamiste, il faut le dire, est en train de ronger la France parce que les dirigeants français, quels qu'ils soient, le tolèrent et le veulent depuis des décennies. Y compris Macron, bien entendu. À quoi il joue? Il joue, je vais vous le dire, parce que je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, mais je vais me répéter, mais là vous allez pouvoir le constater maintenant. Ils veulent que vous vous battiez les uns avec les autres. Ils veulent une guerre civile. Ils veulent le chaos civil. Et si vous ne voulez pas vous friter, on va vous y forcer. Alors, on va vous y forcer en vous apprenant que les islamistes sont dans la police, que les islamistes sont dans les renseignements généraux, que les islamistes bientôt tiennent les crèches et les enfants, que bientôt les islamistes tiennent... Alors, on m'a appris que les islamistes sont aussi ceux qui s'occupent de vos bagages dans les hôpitaux de France, je ne sais pas si vous le savez, tous les hôpitaux de France, les gens qui véhiculent les bagages dans les avions ou qui déchargent les avions de bagages, c'est les islamistes. C'est bien. Dans l'armée aussi, on apprend que l'islam y est présent. J'ai entendu la chose la plus grave de ma vie dans ce reportage. Dans un témoignage à visage caché pour éviter les représailles, il nous livre un constat alarmant et désarmant d'une armée où le patriotisme a disparu.
Je suis rentré dans l'armée très très jeune. C'était un petit peu un rêve d'enfant. J'ai mis toutes mes forces physiques et mentales pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que la vitrine de l'armée, l'image que la société civile entretenait de l'armée n'était pas du tout celle de la réelle armée, de la réelle boutique. Si on affiche des couleurs françaises dans la chambre, c'est pareil, ça peut être mal vu, ce sera vu comme de la lèche. Par contre, dans les chambres d'à côté, on pouvait trouver des drapeaux turcs, des drapeaux marocains, tunisiens, algériens, congolais, sénégalais, tout sauf un drapeau français. Et là, par contre, ça pose aucun problème. L'armée se divise en plusieurs communautés. On va retrouver une communauté d'Africains, d'Afrique subsaharienne, une communauté de maghrébine, une communauté turque, une communauté juive aussi, et au milieu de tout ça, une communauté de personnes dites européennes, qui n'a aucune valeur, aucun poids, rien du tout. Et cette communauté centrale est influencée par tous ces petits satellites qui font pression aussi sur l'état-major, sur les ordres. Et cette communauté qui est donc générale, communauté de Français, est obligée de subir tout ça. Bien, par exemple, sur théâtre d'opération extérieure, nous étions 4 par chambrée, et dans ma chambre, il se trouve qu'il y avait une personne d'origine sénégalaise de confession musulmane, et cette personne était première classe, le grade le plus bas du militaire du rang, et quand il faisait ses prières, il mettait tout le monde dehors. Et dans la chambre, il y avait un sergent, un sous-officier, supérieur hiérarchique. C'était le chef de groupe, et il le mettait dehors pour pouvoir faire sa prière tranquillement. Et avec cette même personne, on avait un frigo par chambre, et j'ai eu la mauvaise idée de mettre du porc dans le frigo. Et il est venu me voir pour me demander de retirer le porc de là où il mettait sa nourriture. Donc je lui ai vivement recommandé d'entrer en contact avec la population masculine grecque, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est mal fini, on en est venu aux mains. Lui, il n'a absolument rien eu, mais moi j'ai été convoqué par l'officier qui m'a demandé de respecter les autres cultures. Un autre exemple, dans ce même pays, une foule de 50 personnels civils, pas très contents, commençaient un petit peu à nous charger à l'arme blanche. Et le chef de section a demandé un tir de grenade lacrymogène avec un lance-grenade sur ces personnes. Et le tireur de cette arme-là était un Camerounais, il me semble. Elle n'a pas voulu tirer en disant « je ne tire pas sur mes frères ». Un des personnels du véhicule a pris le lance-grenade, a tiré à sa place, et immédiatement il s'est fait frapper. Alors qu'il était supérieur hiérarchique. Celui qui devait tirer était première classe, celui qui a tiré était caporal, mais il s'est quand même fait frapper, en disant « tu ne tires pas sur mes frères, tu ne tires pas sur mon peuple ». Non mais, et vous croyez encore que la France a un avenir? Vous croyez encore que l'armée française va venir vous sauver? Mais putain, mais barrez-vous pendant qu'il est temps, quoi. Ou alors battez-vous si vous avez envie, quoi. Mais là, aller défiler en gilet jaune pour l'augmentation de l'essence, vous comprenez? Quand je disais à l'époque, il y a 6 mois ou 8 mois, que vous êtes très très loin d'avoir compris la gravité de la situation, mais c'est plus que grave, c'est désespéré. Voilà. Et bien entendu, alors entre Macron qui nous dit il faut s'unir, la nation, qu'est-ce qu'il y connaît à la nation? Lui, il est anti-nation à 2000%. Il faut que la nation s'unisse contre le monstre islamique en France. Alors qu'il fait tout pour. Il a fermé aucune mosquée salafiste depuis le Bataclan. Mais vous nous prenez pour des cons, sans déconner. Bien sûr qu'ils nous prennent pour des cons. Et Attali, son maître, qui nous dit derrière, il faut que les musulmans et les juifs s'allient contre les souverainistes. Attends, d'un côté, il y en a un qui nous dit qu'il faut que la nation s'unisse contre l'islamisme, mais sous-entendez l'islam, hein, parce qu'ils font tous les amalgames possibles. Et de l'autre côté, on a Attali qui dit qu'il faut que l'islam et les juifs s'unissent contre les non-juifs et les non-musulmans, finalement. Vous ne comprenez pas? Ils sont en train de nous pousser, là. Alors, évidemment, suite aux actes d'agression et d'attentats qui vont arriver, parce que je suis persuadé que ça va se perpétrer, là, ça va se généraliser, il va y avoir des attentats, pour détourner votre attention de la crise bancaire qui arrive aussi. Hein. Il y a encore eu des attaques en Allemagne, entre le migrant qui a volé un camion pour écraser les voitures en criant Allah, je ne sais quoi, et il y a encore eu un truc là, voilà, plusieurs morts dans une fusillade près d'une synagogue dans l'est de l'Allemagne, on va encore, voilà. Bon, ça va arriver en France, hein. Attendez-vous à encore une vague
d'attentats. Voilà. C'est clair. Donc, tout est fait là pour qu'on se frite les uns avec les autres. Alors, moi, si j'ai un mot à passer, que vous soyez d'origine maghrébine, africaine, asiatique, n'importe quoi, si vous vous sentez français, que vous soyez, quelle que soit votre religion, il va falloir vous unir. Bien entendu, la condition est si vous vous sentez français. Malheureusement, il y a parmi les Français aujourd'hui d'origine immigrée, il y en a une catégorie qui ne se sent pas française, qui se sent avant tout ou arabe, ou maghrébine, ou musulmane, ou africaine, et qui ne tirera pas, comme c'est dit dans cette vidéo par ce militaire, ne tirera pas en cas de conflit sur ses frères. Entendez que si demain il y a une guerre entre un pays arabo-musulman par exemple et la France, ces militaires français-là ne tireront pas sur leurs frères d'en face. C'est ça. Donc ce ne sont pas des gens qui servent l'armée française. Donc si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, si vous êtes dans un vrai schéma patriote, unissez-vous quelle que soit votre religion et quelle que soit votre origine ethnique. Communautaire, on s'en fout. Vous êtes français avant tout. Redevenez français. C'est une urgence là, parce que si on ne fait pas ça, c'est le communautarisme qui gagne, c'est déjà le cas, et c'est l'affrontement, c'est la guerre civile que veulent Macron, Attali, tout ça qui va arriver. Parce qu'avec la crise bancaire qui arrive, quand elle va s'écrouler, les gens vont avoir envie de se friter les uns avec les autres. C'est là que ça va partir. Attention, attention. Il y a véritablement danger. Il me fait chier, mais alors. De plus, on vous fait une omerta sur des catastrophes industrielles majeures qui se sont passées déjà auprès de Paris. Là. Vous avez vu que ça explose de partout, qu'il y a des attentats. Alors, c'est pas des attentats, c'est des explosions. Il y a des explosions, des feux qui partent dans les usines. Et en plein été, une installation stratégique de la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Europe a été totalement détruite par le feu à 30 km de la capitale. Il faudra entre 3 et 5 ans pour la reconstruire au prix, dans l'intervalle, d'une pollution gravissime de la Seine. Ça, personne ne vous l'a dit. Ce site n'a cessé d'enregistrer des sinistres de plus en plus graves depuis plusieurs années. Sa gestion est entachée par des dévoiements sans précédent en matière de marché public. Un désastre absolu qui ne suscite qu'une inquiétante indifférence. Alors, c'était le 3 juillet dernier, d'accord ? Incendie spectaculaire se déclenche sur le site classé Seveso seuil haut, c'est-à-dire faisant l'objet d'une surveillance particulière en raison de la toxicité des produits qu'il abrite au sein de l'usine Seine-Aval, voilà, du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, implanté dans la plaine d'Achères, dans les Yvelines, s'étendant sur 600 hectares. Voilà. Eh bien, elle traitait 60% des eaux usées de 9 millions de franciliens, ce qui fait d'elle la plus grande station d'épuration d'Europe. Voilà ce qui s'est passé. Vous étiez au courant ? Non, vous n'êtes pas au courant. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Nul ne sait. Encore un incendie qui ravage l'atelier de concession automobile Volvo au Mans. Ça n'arrête pas. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Alors, on nous dit que comme dans l'armée française, l'armée allemande est confrontée à la radicalisation dans ses rangs. Le même problème dans les armées allemandes. Mais ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce sont des épiphénomènes ? Est-ce que c'est vraiment une petite poignée de musulmans dans les armées européennes, puisqu'on a fait rentrer énormément, donc c'est normal ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait quand même être inquiétant ? Personne ne sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous livre pas toutes ces informations dans les armées françaises, allemandes, pour finalement nous faire peur et nous monter les uns contre les autres, contre l'islam, encore une fois ? Je répète, radicalisation dans les forces de l'ordre. Une trentaine de cas sont suivis au sein de la police et de la gendarmerie. Vous voyez, c'est une trentaine de cas. Vous allez me dire, ouais, mais il suffit d'un qui passe à l'acte. Ben oui, mais il s'agit d'une trentaine de cas. Est-ce qu'une trentaine de cas peut suffire à déclencher une guerre civile,
à l'ordre d'Attali et de Macron entre les Français et la communauté musulmane française aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la voyez la manœuvre, hein? On dit une 50aine de cas de radicalisation dans l'armée française. Encore une fois, trentaine, cinquantaine, c'est pas des milliers ou centaines de milliers. Alors, on ne dit pas que ces cas-là n'existent pas. On dit que oui, ça existe et que c'est un scandale que ça existe. Ils devraient être expulsés manu militari, si je puis dire, de la France et vite, très vite, très vite. Mais ils ne le sont pas. Ils sont nés en France, on leur a donné la nationalité française, ils ont une double nationalité, je vais y revenir après. Ça, c'est le scandale absolu. C'est un scandale d'État d'avoir des gens comme ça dans l'armée française ou dans les forces de l'ordre françaises. C'est scandaleux. Hein. L'armée belge compte une 60aine de cas de radicalisation dans ses rangs. Vous voyez, on parle de quelques dizaines. Hein. Hein, je vous rappelle, en passant le bilan de Macron en 2 ans, frais bancaires plus 13%, carburant plus 12%, PV de stationnement plus 130, assurance plus 4, mutuelle plus 5, les timbres plus 10%, carte grise plus 4, plus 15, tabac plus 10, bus plus 3, péage autoroute plus 2, gaz plus 7, frais hospitaliers plus 15, contrôle technique plus 23%, fuel domestique plus 36%, électricité plus 17%, CSG plus 21%, SMIC plus 1%. Comprenez ou pas? Hein? Comprenez toujours pas? Non? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas la double nationalité en France? Devrait. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais non, Jim, non. Évidemment, Dieudo, par exemple, qui est franco-camerounais, il va me dire, attends, pourquoi moi tu veux m'enlever ma double nationalité? Je suis un Français qui travaille. Eh oui, bien sûr. Évidemment, la double nationalité touche avant tout, va toucher, va surtout handicaper les gens qui se comportent bien, sont parfaitement intégrés et représentent très bien les valeurs de la France. Par exemple, tu prends Yannick Noah, c'est un binational, il représente bien la France, me semble-t-il. Bon. Et donc, enlever la double nationalité, bah oui, Dieudo, Noah et d'autres, beaucoup d'autres, seraient en droit de dire mais c'est une belle connerie, vous dites n'importe quoi. Sauf que, bah, il y en a aussi un paquet, il y en a aussi un paquet qui sous couvert de cette double nationalité, font pas mal de bordel. Et donc, comme on ne peut pas les expulser, on ne peut pas les déchoir de leur nationalité, on est obligé de les traiter en tant que Français. C'est un problème, parce que quelqu'un qui a volé un camion pour écraser des gens, par exemple, parce qu'il ne se sent pas français, qu'est-ce qu'il fout avec le passeport français? Vous pouvez m'expliquer? Non. Donc, en fait, il faudrait, moi je pense, pour rétablir les choses et remettre de l'ordre en France, il va falloir, au moins pendant quelques décennies, supprimer la double nationalité. À ceux qui viennent, bien sûr, ceux qui l'ont déjà, ils l'ont déjà, c'est acquis, mais à ceux qui viennent. Il faut qu'ils choisissent. Comme on a forcé à choisir mes grands-parents. Mes grands-parents, quand ils se sont installés en France, ils venaient d'Italie, ils ont été obligés de choisir de franciser leur prénom. Pourquoi aujourd'hui on ne le ferait pas? Mes grands-parents n'ont pas été des racailles en puissance. Ils ont fait la guerre. Mon grand-père a fait la guerre de 40 et il a mérité sa nationalité française. Il a travaillé, il n'a jamais volé personne. C'était un grand travailleur. Voilà. Et pourtant on l'a forcé à choisir. Pourquoi aujourd'hui ne le ferait-on pas? Là, l'explication et la réponse elle est claire, c'est qu'il y a beaucoup de franco-israéliens. Et que si Meir Habib, on te demande de choisir entre la France et Israël, tu vas choisir évidemment ton pays. Tu vas choisir Israël. Tu ne pourras plus ensuite faire chier le monde en France à l'Assemblée nationale où tu te permets de faire la pluie et le beau temps. Avec ta milice armée, ce qui est strictement interdit par les lois républicaines. Et parce qu'il y a des franco-israéliens très influents en France, on n'enlèvera plus la double nationalité française. C'est pas parce qu'il y a des racailles ou c'est pas parce qu'il y a beaucoup de Maghrébins ou beaucoup d'Africains qui viennent d'Afrique et machin. Non. On n'enlève pas la nationalité française parce qu'il y a des franco-israéliens. Comprenez ça. Comprenez ça. Ok? Alors, l'imam en 2017 de la mosquée fréquentée par Michael Harpon devait être expulsé en 2017. Mais il a été décidé de lui accorder un titre valable parce qu'il a un enfant et qu'il s'est marié.
2017. C'était qui en 2017? Qui est responsable? Qui est responsable? Il y a les responsables politiques de ce genre de décision. Les responsables politiques de ce genre de décision, c'est ceux qui sont aux manœuvres, hein? D'accord? Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Pas besoin de le répéter. Voilà. Donc, sans transition, j'ai envie de dire. J'en reviens sur cet article que vous pouvez trouver sur Exoportail de mon ami Jonathan. Vous savez, il y a eu un énorme scandale aux États-Unis par rapport aux opioïdes, hein, c'est-à-dire ces médicaments à base d'opioïdes ou d'opiacés qui sont censés gérer la douleur, etc. Ce sont des millions de familles qui ont été empoisonnées par ces médicaments aux opioïdes, d'accord? Et le laboratoire qui fabriquait ces médicaments à base d'opium, hein, allez comprendre après ce que l'armée américaine fait en Afghanistan, hein, je rappelle, c'est fait. Ils vont chercher de l'opium gratuit, bien sûr, pour ces familles et pour ces industries pharmaceutiques. Je tiens à rappeler que ce labo est un labo tenu par une famille qui, d'après la presse et d'après le Monde juif, ou d'après, oui, je crois que c'est le média Le Monde juif, nous explique que c'est une famille de philanthropes juives. Oh bah tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, la famille Sackler, S-A-C-K-L-E-R. Hein? Enquête sur la famille Sackler qui a créé la crise des opioïdes dévastant des millions de familles américaines. Ah bah oui, c'est sûr. Ceux-là, ils crient pas Allahu Akbar en sortant un couteau et en tuant 4 ou 5 personnes. Non. Non, 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 non. Bah non. C'est trop... ça, c'est ceux qui passent le balai qui font ça. Ceux qui sont aux commandes de la planète, non. Eux, ils commandent aux États-Unis d'aller placer l'armée américaine en Afghanistan pour avoir de l'opium gratuit, pour pouvoir fabriquer des médicaments afin d'empoisonner des millions de familles américaines. Ça, c'est beaucoup plus classe. Et après, on va nous dire que c'est l'islam qui est un danger. Hein? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est encore une fois une histoire de décision personnelle, c'est à vous de vous placer par rapport à ça. Le garde d'asile, augmentation du taux de cancer du col de l'utérus chez les vaccinés, confirmé sur analyse des registres officiels des cancers. D'accord? Voilà. Alors j'ai déjà beaucoup parlé de la vaccination et de tout le scandale qui s'accompagne. Vous allez comprendre bientôt, ça va pas tarder, à quel point avec les vaccins, ils nous ont empoisonné nos gosses. Voilà. Vous allez bientôt piger. C'est un scandale mondial. Alors, en France, ces vaccins sont vendus 105 €. Ça va? Ça ira? Hein? Ça va? Le labo se gaffe bien, hein? Remboursé à 65% par la CPAM. Merci pour le trou de la Sécu. Le gouvernement recommande cette vaccination, bien sûr. Bah évidemment, puisqu'il recommande qu'on se frite avec les musulmans et les non-musulmans. Pourquoi ne recommanderait-il pas qu'on vaccine nos filles et nos fils avec un vaccin qui est responsable de l'augmentation du col, des cancers de col de l'utérus chez les vaccinés? Évidemment, puisqu'on a déjà 11 vaccins obligatoires. Hein. Ce gouvernement recommande cette vaccination qui a montré maintes fois sa dangerosité pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans et prétend qu'elle préviendrait les infections par les virus les plus fréquents. Hein, mon cul. Si c'était le cas, cet article du chirurgien cancérologue Gérard Delépine n'aurait jamais vu le jour. Ce vaccin a déjà brisé la vie de nombreuses adolescentes, provoquant parfois de lourds handicaps et d'autres fois la mort. Ce vaccin finira par créer un scandale d'ampleur internationale, mais quand? Eh bien écoutez, c'est à vous, encore une fois, de vous positionner par rapport à ça. C'est l'ignorance qui tuera ce monde. C'est l'égoïsme qui l'achèvera. Si vous avez envie d'en savoir plus, renseignez-vous. Voilà. Sachez que Del Bigtree, producteur du film Vaxxed, de la dissimulation à la catastrophe, introduit Robert Kennedy Jr. qui interpelle le public comme suit. Hein? Voilà. C'est donc Robert Kennedy Jr. qui interpelle les gens aujourd'hui sur la catastrophe et la dissimulation de la catastrophe de la vaccination mondiale. Renseignez-vous. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'avais dit que j'allais faire une capsule assez courte. Oui, je voulais terminer aussi par ça, et pour vous dire que pendant que nous, en Occident, on se soucie des banques, on se soucie des dizaines d'islamistes qui foutent le bordel dans le territoire, et sur les territoires européens en général, parce qu'on les a fait rentrer de force il y a déjà des décennies pour des accords commerciaux et idéologiques, je tiens à le rappeler. Pendant que nous, on est là à regarder notre nombril quelque part, parce que c'est de l'égoïsme aussi, on ne regarde pas ce qui se passe dans le reste du monde, tout le monde s'en fout. Ce qui se passe dans le reste du monde, c'est que tous les matins, il y a des enfants qui vont à l'école dans d'autres pays, ils traversent une rivière dans un sac plastique pour aller à l'école. Je vais vous montrer quelques photos. C'est sidérant, voilà. Et ça, c'est au Vietnam. C'est pas un pays, c'est un pays où vous pouvez aller vous installer en tant que ressortissant français sans problème. Voilà. Écoutez, voilà, je vous laisse juste avec ces images pour vous montrer que dans d'autres pays, ils n'en ont strictement rien à foutre de savoir que vous allez perdre votre argent dans les banques ou que vous puissiez vous affronter avec les 3 musulmans du coin qui se sont radicalisés. Eux, ils en sont à déjà essayer de survivre pour traverser, d'essayer de survivre et d'essayer d'aller à l'école en traversant une rivière à pied sec. Vous voyez, ils en sont là. Voilà. Et encore, eux, ils ont l'eau courante. Ce n'est pas le cas de 50% de l'humanité. 50% de l'humanité qui n'a pas accès à l'eau courante. Ça fait mal au cul quand même. Voilà. C'est bien aussi d'élargir sa vision. Je vous le dis comme ça. Parce qu'il y en a des choses à faire sur cette planète. Il y en a. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK Facebook à Jim Leveiller. Ceux qui veulent faire partie de la communauté d'UsineCoin et de ma communauté Jim pour les futurs projets à venir, vous m'écrivez à jimleveiller@gmail.com, jimleveiller en un seul mot @gmail.com. Donc pour toute autre question, vous m'écrivez sur VK ou Facebook à Jim plus loin Leveiller. Merci beaucoup, et pour les dons, il y a toujours Tipeee, l'adresse est dessous. Au revoir, à bientôt.